Ici David Perron. Vous écoutez La Brigade. Salut à tous, bienvenue dans La Brigade, bienvenue dans votre Brigade, le seul podcast en français dédié aux sénateurs d'Ottawa. Mon nom est Pascal Villeneuve, je suis en compagnie aujourd'hui, fidèle au poste, de Stu Sabourin et d'un invité spécial, très spécial même. Vous l'avez déjà vu porter les couleurs des sénateurs, vous l'avez vu porter les couleurs du Montréal. On a avec nous, communément appelé le PIC, mais on va attendre. Donc, je pense pas qu'on le connaît encore assez pour l'utiliser, son petit nom d'affection qu'on a entendu à travers les branches. On a Alexandre Picard avec nous aujourd'hui. Mesdames et messieurs, et messieurs surtout, considérez-vous bienvenue dans la brigade. Bonsoir, messieurs. Un peu de poutine interne avant de commencer. On veut vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur X, Instagram, TikTok, YouTube, un peu partout à La Brigade Pod. Tous les liens vont être dans la description de l'épisode et évidemment sur labrigadepodcast.ca. Vous allez avoir accès à tous nos épisodes depuis le début. Si vous avez besoin de nous jaser, vous voulez nous poser des questions, laissez des commentaires, gênez-vous pas, ça nous fait toujours plaisir. Tout est sur le site web. Puis, je vais m'en profiter pour débarrasser tout de suite le petit côté partenaire qu'on fait habituellement. On a Planet Toaster, on a Smart Cycle, ma compagnie. Mais aujourd'hui, regarde, on s'auto-promote. On va se promoter, comme disait Régis Lévesque dans le temps quand il parlait de la boxe. Dans le fond, si vous nous suivez sur les médias sociaux, vous avez vu que JP Forg nous a fait un beau visuel pour faire une campagne qu'on appelle Faites-nous une passe à la palette, dans le fond, où est-ce qu'on vous demande si vous aimez ce qu'on fait, si vous voulez nous encourager, vous avez envie de faire un don, vous allez sur labrigadepodcast.ca/merci. C'est vraiment une passe à la palette que ça nous fait. Nous, avec ça, on peut aller scorer des buts en masse. Contrairement aux petites vidéos que j'ai mis sur X dans ma game de Ligue de garage hier, où j'ai juste passe à la palette, puis écoute, j'ai pas encore de but dans ma carrière de joueur de hockey. Très courte carrière de joueur de hockey, mais je l'ai envoyé sur le poteau, puis après ça, en tout cas, on va faire mieux que ça. Garantie que ça va être des one-timers dans le but. Donc, gênez-vous pas, labrigadepodcast.ca/merci. Alex Picard, Alex, merci. Merci beaucoup de te joindre à nous au podcast aujourd'hui. Merci de me recevoir. Vraiment apprécié. Est-ce qu'on peut dire, Alex, que tu es un gars qui a un peu roulé sa bosse dans la Ligue nationale, dans le hockey en général, dans le hockey professionnel? Je pense que tu as eu un parcours qui démontre quelqu'un qui avait une passion, puis un vouloir du grind, puis un amour pour le hockey qui a fait que ça t'a amené un peu partout dans le monde. Je pense que tu as bien vu. Évidemment, j'ai pas fait ça parce que je détestais ça. C'était mon amour numéro 1 en grandissant en Ottawa, grandissant dans le secteur de Hull. Oui, c'est ça, tu es un gars de Gatineau, oui. Ou de Hull anciennement, oui. Ouais, c'est ça. Donc, quelques matchs dans la Ligue nationale, dans la Ligue américaine. J'ai fait mes valises pour l'Europe par la suite. Puis encore impliqué dans le hockey à TVA Sport. Je suis entraîneur adjoint aussi avec mes deux gars. Donc, avec les jeunes, ouais, on a encore des patins dans les pieds. Good. Non, puis je sais pas si on te regarde aller, puis je pense que tu vas être dans ton cercueil avec des patins d'un pied, j'ai l'impression. Va falloir t'es arracher des pieds pour que tu les enlèves. C'est ça, donc repêché en 2003 par les Flyers de Philadelphie. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu t'attendais d'être repêché, puis d'être repêché à ce niveau-là, ou comment ton ascension s'est portée? Tu as joué ton midget 3, justement, avec l'Intrépide de Gatineau. Ouais. Après ça, tu t'es promené un peu dans le junior majeur, puis quel genre d'avenir que tu te voyais à ce moment-là dans la Ligue nationale? Je te dirais que c'est peut-être autour de l'âge de 14 ans. J'ai fait partie du programme sport-études à Nicolas Gatineau aussi. J'ai passé beaucoup d'heures sur la glace. Puis cette année-là, je sais pas pourquoi, il y a comme eu un déclic qui s'est fait parce que j'étais jamais vraiment parmi les meilleurs ou ceux qui étaient le plus en vue pour percer. Donc, cette année-là, il y a quelque chose qui s'est passé. Puis ça a bien été. Puis j'ai fait le midget 3 à 15 ans l'année d'après. Puis là... c'est là que tu commences à croire en tes chances quand tu es repêché en première ronde dans le junior. J'ai fait mon parcours à Halifax, 3 ans, à Cabreton, 1 an. Puis là, c'est certain, là, tu sais, j'ai fait partie des équipes de Hockey Canada des moins de 18 ans. Donc, tu fais partie de la crème. Tu peux... ton nom circule dans ce temps-là. Hein? C'est ça, tu peux comparer un peu ton talent avec ce qui se passe à travers le Canada. Puis... c'est le repêchage de 2003, c'est un des meilleurs, sinon le meilleur de repêchage là, dans les 30 dernières années. Il y a beaucoup de joueurs qui ont eu de grandes carrières qui ont fait partie de ce repêchage-là. Puis
Je savais pas trop à quel rang j'allais sortir. Je savais que première ronde c'était hors de la question. Deuxième ronde, peut-être faire la fin de la deuxième, mais je m'étais quand même assez bien évalué. Puis la troisième ronde, au 85e rang, là, c'est là que j'ai entendu mon nom par les Flyers. Puis comment c'était le hockey dans les Maritimes? Tu t'es promené pas mal dans ce coin-là. On a Thomas Chabot, qu'on sait qu'il a joué là. C'est-tu Batterson aussi? Il y a beaucoup de joueurs quand même qui ont sorti de ce coin-là du Canada. Comment t'as aimé ton expérience là-bas? Moi, j'ai adoré. Écoute, Halifax, là, c'est l'équivalent d'une équipe de Ligue américaine. Nous, quand on était là, on avait toujours de bonnes équipes. On s'est rendu en finale 2 fois. On a perdu la première fois contre les Olympiques de Hull, anciennement. Par la suite, ma dernière année junior contre Rimouski, un certain Sidney Crosby. Mm-hmm. Mais il y avait 10 000 personnes dans les estrades, on était traités de petits oignons. Puis j'ai même mon année au Cap-Breton, même si c'est loin puis tu fais beaucoup d'autobus, j'ai quand même bien aimé ça. J'ai rencontré du monde, j'étais encore en contact avec mes pensions qui m'ont reçu chez eux pendant ces années-là. Donc, que du bon à dire du monde des Maritimes. Les joueurs gardent des bonnes relations avec leur famille de pension. Hein. On entend souvent parler, puis je sais pas pourquoi, on dirait qu'encore plus dans les Maritimes, on dirait qu'ils ont vraiment un accueil chaleureux, puis ils prennent bien soin de leurs joueurs qu'ils prennent en pension. Puis regarde nous-mêmes, on est rendu à Drummondville, ma femme puis moi, puis on a reçu les frères Landry en pension chez nous qui ont joué pour les voltigeurs de Drummondville. Okay. C'est ça, moi je connaissais bien Eric, le paternel, puis c'était assez facile comme décision de les recevoir à la maison. OK. Good. Puis ça fait, je veux juste en parler tout de suite. Dans le fond, mon garçon plus vieux, lui, a joué avec Lucas, dans le fond, dans le Pee-Wee, puis tout ça. Puis je pense, puis t'es impliqué aussi, là, présentement à Gatineau, avec l'école de hockey Payan-Picard, avec Jean-François Payan. Puis Jean-François Payan, que je connais pour avoir eu des enfants qui étaient dans le hockey mineur ici, que j'ai connu aussi. Son garçon, je pense que c'est le plus vieux, Loïc, qui était un des affiliés dans une équipe de mon plus jeune à ce moment-là. Fait qu'on voit qu'il y a encore des liens, tout ça, avec Gatineau qui sont gardés quand même. Reviens-tu un peu... j'ai été voir sur votre site, là, ça disait que c'était en construction. Payan-Picard, je ne sais pas si vous êtes en pause. Non, mais on revient. Je fais l'école de hockey à chaque année. C'est une semaine seulement, là, mais on est plein tout le temps. On reçoit 140 jeunes, puis des visages familiers à chaque année qui reviennent parce que je pense qu'on fait bien ça. On est bien entouré. Ça a une bonne réputation dans la région. Là, exact. On a des bons intervenants, des bons coachs, du bon monde en place. Puis évidemment, moi, ça me permet de revenir voir ma famille, voir mes amis aussi. Puis Jean-François est super impliqué aussi. Puis je me rappelle que son petit commençait, puis il était juste affilié du novice première année, genre, avec nous. Même pas, il était mag encore, je pense. Puis Jeff, il venait dans la chambre des fois, puis avant la finale, il avait apporté son chandail des Foreurs de Val-d'Or vert pour lui faire un speech, puis les motiver, puis c'était vraiment le fun. Un autre bon passionné, Jeff. Oui, 100%. Fait que là, dans le fond, tu te ramasses après ça à Philadelphie avec les Phantoms dans la Ligue américaine. Tu fais ton petit bout de chemin là-bas. Puis dans le fond, tu vas jouer tes premiers matchs là, 2005, 2006, 2006, 2007 dans ce coin-là là, avec les Flyers. Ça avait l'air de quoi à ce moment-là, le premier call-up, la première fois que tu reçois l'appel puis que tu fais dire, tu joues, on appelle tes parents, on fait venir tout le monde. Comment ça s'est passé? Ouais, c'est ça. C'est drôle parce que j'ai eu la discussion avec mon fils parce que là, c'est comme rendu je l'ai eu la semaine passée, c'est comme rendu la coutume. Là, dès qu'un joueur se fait rappeler, l'équipe appelle les parents. Mais moi, dans ce cas, c'était pas ça. C'est vrai? Dans mon temps. Vous l'écouterez à la TV. Mais j'ai été assez chanceux parce que dans le fond, la Ligue américaine, c'était assez demandant. Puis on jouait souvent des 4-5, c'est-à-dire que tu jouais le mercredi. T'avais le jeudi de congé, puis là, tu jouais vendredi, samedi, dimanche. Puis souvent, il fallait que tu voyages à travers tout ça. Puis le samedi, j'ai vu qu'il y avait des défenseurs qui s'étaient blessés avec les Flyers. Puis le dimanche, en arrivant à l'aréna, l'entraîneur est venu me voir pour mon match de Ligue américaine. Il est venu me voir, il m'a dit, ce soir, prends ça, relax. Parce qu'on avait l'habitude d'aller prendre peut-être une bière ou deux le dimanche pour décompresser. Il dit, ce soir, prends ça relax, si j'étais toi, j'irais chez vous. Fait que j'ai comme compris que j'allais peut-être avoir un appel le lundi matin, puis c'est exactement ça qui est arrivé. J'ai joué le lundi soir contre les Penguins de Pittsburgh, mon premier match dans la Ligue nationale. Puis là où j'ai été chanceux, où mes parents ont pu me voir, c'est que mes autres matchs, je suis venu à Ottawa, je suis venu à Montréal, donc dans mes premiers tours de piste dans la Ligue nationale de hockey.
Donc, même si on n'a pas reçu l'appel des Flyers, ils ont pu me voir là, assez rapidement dans les OK. Mais fait que ça veut dire ton premier match, tu retrouves ton copain Sidney Crosby, mais tu joues contre lui cette fois-là. Là, ça... Ouais, puis écoute, tu sais, je me rappelle des premiers moments, mais t'es tellement énervé, puis tu veux tellement bien faire, puis tu veux tellement être concentré que le match se termine, tu reviens chez vous, puis t'es comme, qu'est-ce qui vient de se passer, là, tu sais. Là, t'es en mode évaluation, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai laissé une bonne carte de visite, mais non, je pense que somme toute, là, ça avait quand même, ça s'était bien passé. Good. Fait que là, tu sais ça, puis tu joues un peu plus longtemps après ça. Tu as fait quand même 62 matchs là, en 2006-2007 avec Philadelphie. Puis après ça, un peu plus de Ligue américaine. Mais le plus fun s'en vient. Là. Je sais que tu as passé par Tampa Bay entre-temps. Ouais. Avant d'arriver à Ottawa, tu as fait quoi, une vingtaine de matchs avec le Lightning? Ouais, dans le fond, c'était une fin de saison. Là. J'étais dans la Ligue américaine avec le club école des Flyers. Puis clairement, tu sais, pas que j'étais plus dans les plans, mais il est allé chercher des défenseurs cette année-là, des Kimmo Timonen, des Darian Hatcher. Fait que j'ai terminé l'année, je me suis fait échanger à Tampa Bay. J'ai terminé l'année avec le Lightning. Donc, c'était dans les années le Cavalier Saint-Louis, ça. Exact. Le Cavalier Saint-Louis, Tortorella derrière le banc, Mike Sullivan comme adjoint. Puis c'est ça avait bien été. Ils m'ont signé un contrat de 2 ans, un contrat à un volet à la fin de la saison. Puis je venais juste avant le camp d'entraînement, je venais juste de faire envoyer mon camion avec mon linge, toutes mes choses que j'avais besoin pour la saison vers Tampa Bay. Je prenais l'avion le lendemain, puis j'ai reçu un appel chez nous. Que je venais de me faire échanger au sénateur d'Ottawa. Donc, j'étais assez surpris. Je m'attendais vraiment pas à ça. C'est qui l'ancien joueur des sénateurs? C'est-tu Mike Commodore sur Twitter qui dit « Pack your shit ». Il y a tout le temps un tweet quand quelqu'un se fait échanger. C'est Mike Commodore. C'est Mike Commodore. Tu t'es fait dire « Pack your shit, you're going to Ottawa ». Ah, ouais, c'est ça. Mais là, c'est ça. Mon camion était déjà en chemin en route vers Il était déjà packé. C'est ça. Je me débrouille pendant 2 semaines là, avec très peu d'affaires. Puis, tu t'en viens à Ottawa à ce moment-là avec un certain Philippe Kuba. Ouais. Qui a été un des premiers partenaires de duo d'Erik Karlsson pendant quelques années par après. Comment ça se passe, ton arrivée à Ottawa? Dans le fond, tu te dis, OK, ben là, je joue chez nous, là, je joue dans le cours chez nous. Probablement que tu as grandi un partisan des Canadiens, si on se fait pas de cachette, là, la plupart des jeunes. Non? Un peu des deux, parce que c'est ça, les sénateurs sont arrivés dans la région en 93. Ouais. Puis, tu sais, en jouant au hockey mineur à Hull, je pense que déjà, il y avait des initiatives qui se faisaient pour essayer d'amener des partisans au bon vieux Civic Center. Puis, j'avais gagné, ça c'est drôle parce que j'avais gagné une journée ou un match où j'étais le préposé au bâton des sénateurs d'Ottawa. Derrière le banc? Pas derrière le banc, mais tu sais, t'es dans le vestiaire avant, puis entre les périodes, tout ça. Puis ça, c'était la première année d'Alexandre Daigle. Tu sais, j'avais quoi, 9 ans dans ce point-là? Puis Alexandre Daigle venait de se faire repêcher. On était à ses premiers pas dans la Ligue nationale de hockey. Là, je suis collègue avec lui à TVA Sport. Et puis, on en rit beaucoup parce que lui, évidemment, il se rappelle pas de ça, mais moi, je m'en rappelle très bien. C'était ma question. C'était les Whalers de Hartford, puis c'était le premier match entre Daigle et Pronger, et on se rappelle tous que Alexandre Daigle avait dit lorsqu'il s'était fait repêcher au premier rang, avait dit que personne ne se rappelle du numéro 2. Donc, c'est ça. Je me rappelle que Pronger n'avait pas été doux à son endroit pendant le match à quelques reprises, surtout devant le filet. En fait, depuis cette expérience-là, comme préposé au bâton, est-ce que tu te rappelles chaque bâton s'il était gaucher, droitier, puis quel tape qu'il y avait dessus ou non? Ça, c'est juste Samuel Montembeault qui s'en rappelle. Ouais. Quand je jouais, j'étais quand même pas pire. Là, je le suis encore quand même pas pire, mais non, c'est une belle expérience. J'ai un chandail signé, tu sais, les premiers chandails des sénateurs. Après le match, j'avais fait ma tournée dans le vestiaire, puis Alexandre était le seul qui était francophone à ce moment-là, donc avait pris le temps de me jaser, puis comme un enfant de 9 ans, ben j'étais émerveillé. Incroyable. Tu parles au first overall, tu sais. C'est ça. Ah non, c'est fou raide. Mais après ça, dans le fond, à Ottawa, tu étais dans les années, tu sais, c'était après, tu sais, 2007, les sénateurs finissent finale de la Coupe Stanley. 2008-2009, je pense qu'ils font les séries cette année-là, puis ils font pas l'année d'après.
C'est les années Craig Hardsburg, Corey Clouston. Puis des fois, je pense même Brian Murray en mettait un dehors puis descendait derrière le banc. Là, dans ce temps-là, il faisait ça. Ouais, moi, j'ai jamais vécu ça. Non? Mais c'est ça, quand je suis arrivé, c'était Greg Hardsburg. Mais tu sais, il restait encore des bons morceaux en place. Évidemment, oui, la pizza line était toute là encore. Exact. Spezza, Heatley. Antoine Vermette, on est allé chercher Pascal Leclerc aussi qui était devant le filet, c'était prometteur. Évidemment, Pascal a eu des blessures puis a été malchanceux pas mal avec les Sénateurs. C'est même blessé sur le banc. Exact. Ouais, donc non, c'était moi je savais pas dans quoi je me lançais. Comme j'ai raconté l'histoire là, tu sais, t'es un peu déboussolé quand tout ça arrive assez vite, puis il faut que tu te remettes sur pied, puis t'as des choses à penser à l'extérieur de la glace. Mais ça avait très bien fonctionné, même que je me rappelle des premiers matchs sous Greg Hardsburg. Le premier match de la saison, c'est moi qui ai marqué le premier but en avantage numérique. J'avais une confiance de la part de Greg Hardsburg, les choses allaient très bien. Je me suis blessé juste avant qu'il se fasse congédier. Puis là, j'étais pas de retour à un certain moment. Puis quand je suis revenu, après ça a été un peu plus dur là, de faire ma place et d'obtenir la confiance de Corey Clouston finalement. Deux choses, tu sais, à laquelle on pense pas des fois comme partisans, comme fans de l'extérieur, c'est la confiance que les entraîneurs ont envers leurs joueurs, puis les circonstances qui font en sorte que soit que tu es préféré à un autre, ou au contraire, t'es mis de côté par rapport à un autre, puis on pense pas à ça des fois. Nous autres, on regarde juste le line-up, on fait comme pourquoi lui, mais pourquoi pas lui? Puis il se passe toutes sortes d'affaires. C'est pour ça que ça nous prend des informateurs, ça nous prend du monde pour venir nous jaser, nous expliquer ça. J'ai un fun fact, Pascal et Alexandre, sur justement Alex Picard. Puis moi, au début de cette saison-là, j'avais reçu en cadeau un bâton signé de tous les joueurs de l'équipe. Il y avait 2 noms qui m'avaient accroché parce que je ne savais pas c'était qui. Moi, dans le temps, j'avais 11 ans peut-être, 12 ans. T'avais pas de moustache, là? Non, exactement. C'était Alex Picard puis Cody Bass. Puis je me suis dit, mais c'est qui ces deux-là? Je sais pas. Moi, je cherchais la signature d'Alfredson. Puis je me souviens justement d'Alex Picard qui a compté ce but-là. Puis je me suis dit, finalement, c'est pas si mal. Fait que c'est lui! Oui, je me souviens très bien de ce but-là parce que j'avais sa signature sur le bâton. C'est fun fact. T'as-tu encore le bâton? Chez mes parents. OK. Absolument. Très cool, absolument. Très cool. Faut qu'il déménage avec toi, ce bâton-là. Mon père m'avait dit que c'était le bâton de Cody Bass, justement, mais c'était un bâton de gaucher. Donc, c'était un mensonge. Mais il y avait tout. Il voulait te faire plaisir. Absolument. Mais les signatures sont legit. Oui. Puis sinon, de ton passage à Ottawa, qu'est-ce que tu en gardes? As-tu des anecdotes sur Alfredson, des anecdotes sur Spezza, des Chris Neal? Des joueurs que tu te rappelles que tu dis « Wow, lui, je m'attendais pas à ça. » là. J'essayais de me remémorer un peu d'histoire là, par rapport à mon passage à Ottawa. J'ai été assez chanceux parce que justement, la première saison, on est parti puis on a débuté la saison en Suède. Oui. Contre les Penguins de Pittsburgh. Fait que ça a été un beau moment pour assez rapidement apprendre à connaître tout le monde. On était dans la ville d'Alfie à Gothenburg, puis ils nous ont reçus en roi. On a fait des activités incroyables. C'est des petites histoires comme ça, des petits luxes que tu as à jouer dans la Ligue nationale de hockey, déjà que c'est assez incroyable, mais de faire des périples ou des voyages comme ça, je vais m'en rappeler assez longtemps. Évidemment, on est allé au ranch de M. Melnick. Il nous avait reçus chez lui, il nous avait montré ça. C'est assez impressionnant. Jouer au tennis contre Alfie, tu penses qu'il est bon au hockey, mais il est bon au tennis, il est bon au compétiteur, golf. Là, c'est le pickleball. Là, ça a l'air qu'il n'est pas battable au pickleball. Ouais, c'est ça. Même au yoga, il essayait d'être meilleur que la prof quand on avait des cours de yoga. Ce que je retiens surtout, c'est ça, c'est des gars comme Alfie, des gars comme Jason Spezza qui sont d'une super bonté, sont super gentils, ils incluent les joueurs. Ces gars-là seront respectés, sont reconnus à travers la Ligue nationale de hockey, mais il y a une raison pourquoi ils prennent soin des joueurs, prennent soin de la famille, prennent soin des conjointes. Là, moi, à ce moment-là, j'étais tout jeune. Ma femme, maintenant, et moi, on débutait. Là, on était un jeune couple. Puis, vite fait sentir à l'aise dans les événements que tout le monde était là. Pour moi, t'es pas un leader comme ça pour rien. Donc, je respecte énormément Alfie, je respecte énormément Spez pour ça.
Puis c'est ça, des joueurs comme Jason Smith, des joueurs comme Danny Heatley qui sont des caractères assez bizarres, mais tu sais, plein d'anecdotes, des histoires drôles avec eux autres. À tout moment, Pascal Leclerc aussi donne pas sa place, un bon bouffon. Donc, il y a de la clown un peu aussi. C'est ça. Fait que non, c'est quand même, tu sais, mettons, je me remémore ces souvenirs-là. Si là, ça me fait sourire, mais je te dirais qu'une fois que Hartsburg a été congédié puis que Clouston est arrivé en poste, peut-être que je la trouvais peut-être un petit peu moins drôle, puis mettons que je trouvais un peu le temps long. OK. Fait que dans le fond, c'est probablement ce qui t'a amené à passer aux Hurricanes par la suite, de là à dire que je pense pas que tu as demandé un échange, mais que peut-être un changement, un changement d'environnement, c'était probablement bienvenu rendu à ce moment-là. Exact. Okay. J'ai pas demandé d'échange, mais c'est sûr que une fois qu'on est venu me chercher dans le vestiaire, je savais ce qui se passait, puis j'étais content de passer à une autre étape, même si j'étais à la maison, ou même si j'avais des amis, de la famille à tous les matchs, presque. Comme on en a parlé tantôt. Ton D2D soit le fun, là. Ah oui. C'est ça, mais la Ligue nationale de hockey, tu sais, le roulement se fait assez rapidement. Donc, si tu perds ta place puis que t'as pas la chance de jouer ou que t'as pas la chance de jouer des minutes de qualité dans un rôle qui, normalement, te va comme un gars, ben, ça va être difficile de faire ta place. Puis ça va être difficile de faire ta place avec les autres équipes aussi dans le but éventuellement d'avoir un contrat. Donc, j'étais content que cette porte-là s'ouvre là, en Caroline. Ben, un peu dans le même ordre d'idée, Alex, tu t'es fait échanger pour Matt Cullen, je pense. Ouais. Puis t'étais pas vieux, t'avais 24 aussi. Est-ce que, tu sais, Matt Cullen s'en venait à Ottawa pour être un centre numéro 2? Oui, c'est un échange, mais dans ce sens, est-ce que c'est un peu encourageant? Tu te dis, ben mon Dieu, j'ai été échangé pour un centre numéro 2, tu sais, puis il y a une équipe qui me veut puis qui est prête à se départir d'un morceau important, puis toi, tu débutes ta carrière. Tu sais, c'est peut-être un peu, est-ce que c'est un peu un boost de confiance dans ce sens? Ben, je pense que t'as pas le choix de le voir comme ça. Puis, tu sais, les quelques fois que j'ai changé d'adresse dans la Ligue nationale de hockey, je me rappelle quand je me suis fait échanger des Flyers au Lightning. J'étais surtout dans la Ligue américaine cette année-là. Puis, Bill Barber, qui est une ancienne légende des Flyers, qui travaillait pour le Lightning de Tampa Bay. Puis, quand je me suis fait échanger, tu sais, c'est lui qui était venu me voir jouer mes 12 derniers matchs, puis c'est le premier qui m'a appelé après que j'ai su l'échange pour me dire « Moi, je crois en toi, c'est pour ça qu'on a fait l'échange, c'est pour ça qu'on est allé te chercher. » C'est un peu la même chose en Caroline. Tu sais, ils se sont départis d'un bon morceau pour faire mon acquisition, puis ils m'ont donné ma chance une fois rendu là. Dans le fond, ça nous amène à probablement un rêve de petit gars. Tu sais, jouer pour le Canadien de Montréal. Tu as joué un peu plus, là, je pense une quarantaine de matchs avec le Canadien versus les Hurricanes. Pour toi, comment tu as vécu cette nouvelle chance-là de jouer devant le peuple québécois en tant que Québécois au Centre Bell, on entend parler. Tu sais, aujourd'hui, c'est drôle parce que j'entendais justement aujourd'hui qu'on disait que la Caroline, en ce moment, c'est un des arénas les plus durs à jouer, apparemment. Tu sais, je sais pas si c'était comme ça dans le temps aussi, ou si c'est quelque chose qui s'est bâti avec les années depuis. Mais le Centre Bell est probablement un des arénas les plus durs à jouer, mais probablement un des plus faciles à jouer quand tu joues pour eux autres. Certainement un des plus plaisants à jouer, mais c'est ça, après mon passage en Caroline, j'ai eu une offre de contrat des Hurricanes en fin de saison. Un contrat, c'était Jim Rutherford qui était le DG, puis c'est un contrat à un volet, mais moi, je pensais que ma valeur était peut-être plus haute que Jim Rutherford pensait. Puis on s'est échangé ça, on s'est échangé ça pendant 1 à 2 semaines pour finalement me faire dire par mon agent que Rutherford allait dans une autre direction. Donc là, je me suis retrouvé bredouille, puis j'avais des offres à 2 volets, puis dont une du Canadien. Je me suis regardé dans le miroir, je me suis dit que sûrement que j'allais pas avoir une autre chance d'obtenir cette occasion-là de signer avec le Canadien. Donc je suis sauté là-dessus. Je savais que André Markov était blessé en début de saison. Donc j'ai eu un bon camp d'entraînement. Je jouais des 25 minutes par match, puis j'ai réussi à faire ma place. Je suis resté toute la saison avec eux. Puis j'ai vécu des choses comme je vous parlais un peu tantôt avec les Sénateurs, c'est des voyages comme ça, mais quand tu es dans la machine du Canadien de Montréal,
disons que tu as accès à des choses que tu n'as pas nécessairement accès en temps normal. Donc, je suis quand même assez content d'avoir vécu cette expérience-là aussi. Tu as la présence des anciens aussi qu'on parle souvent dans l'environnement du Canadien, que nous, on trouve qu'à Ottawa, dans les dernières années, ça a été plus difficile avec les anciens qui ont été éloignés un peu plus de l'équipe tranquillement depuis quelques années. Ça recommence, là. Depuis que le ownership a changé, ça recommence. Puis comment tu as vécu ça d'avoir accès aux anciens? Est-ce qu'ils sont vraiment là souvent? Ils viennent vous voir, viennent vous jaser, ils sont tout le temps disponibles, puis ils font vraiment partie des meubles là-bas, là? Une des belles rencontres que j'ai faites cette saison-là, j'ai eu la chance d'être dans le vestiaire puis d'avoir Jean Béliveau qui est venu s'asseoir à côté de moi pendant 15 minutes juste à jaser de tout et de rien. C'est ça, tu sais, c'est quand je te dis qu'il y a des choses comme ça qui arrivent. Donc oui, la communauté des anciens est très importante chez le Canadien. Moi-même, j'ai joué quelques matchs maintenant avec les anciens. Quand on va au Centre Bell, on a accès à des billets, on a accès justement au salon des anciens. C'est le fun de voir les légendes qui sont encore là. C'est le fun d'échanger avec des plus nouveaux retraités aussi. Mais c'est unique un peu. Je pense qu'il y a les Blues de Saint-Louis qui ont une grande communauté d'anciens. Mais là, je sais que les Sénateurs, justement, en parlant à Pascal Leclerc, avec Patrick Lalime, tout ça, je pense qu'on essaie là, de faire un pas dans la bonne direction. Personnellement, je suis jamais encore allé voir un match en tant qu'ancien chez les Sénateurs. Mais là, avec Sylvain Saint-Laurent qui est en poste, peut-être que je vais lui lâcher un coup de fil pour quelques billets. Ah oui, ça inquiète pas, ça va s'organiser. On le connaît bien, là. On va t'arranger. C'est ça. On va. Puis toi, c'est nous autres. Puis, dans le fond, t'es allé retrouver les Pingouins par la suite. Jouer t'as une saison, 2 saisons avec les Pingouins. C'est ça. Pour un petit peu de Ligue américaine. Puis après ça, tu t'es dit, moi, je ne sais pas comment ça s'est fini vraiment dans la Ligue nationale, mais tu t'es dit, je veux continuer mon rêve, je veux continuer ma passion. Je traverse l'océan, puis je vais rouler ma bosse là-bas. Ouais, en fait, c'est une décision qui a été quand même assez bien réfléchie. Ça s'est pas fait sur un coup de tête, mais avec le Canadien, j'ai vécu un high incroyable. Je jouais pas à tous les matchs non plus. J'ai joué 43 matchs, j'ai laissé de côté à quelques reprises. Je me suis cassé la jambe dans un entraînement une semaine avant les séries. Wow. Fait que j'aurais eu l'occasion de jouer en séries éliminatoires sûrement contre les Bruins de Boston. Là, je signe un autre contrat two-way. Évidemment, je pense que j'ai joué 17 matchs avec les Pingouins cette année-là dans la Grande Ligue. La majorité de la saison dans la Ligue américaine. Puis finalement, tranquillement, tu commences à y penser, puis un élément déclencheur qui a fait en sorte que là, j'en avais assez. Je voulais chercher une certaine stabilité. C'est que cette saison-là, ma femme était enceinte, on attendait notre premier enfant. Donc, on passe la saison morte à Gatineau. Dans ce temps-là, ma femme, son premier docteur qu'elle voit, c'est un docteur de Gatineau. On s'en va à Pittsburgh, puis pendant le camp, elle voit un médecin pour son suivi à Pittsburgh. Par la suite, je me fais rétrograder un autre suivi à Wilkes-Barre, sans trop savoir, je vois tout. Lorsque l'accouchement va se passer, je me fais rappeler pour quelques matchs. Je monte seul là, quand je réalise que peut-être je vais rester plus que 2 semaines. Bon, viens, puis viens me rejoindre. Puis c'était un 5 heures de route en Wilkes-Barre puis Pittsburgh. Puis l'élément déclencheur, en fait, c'est une des dernières fois que je me suis fait rappeler. J'ai joué un seul match, ça avait super bien été. Puis là, on décidait de faire de la place aux jeunes. Donc, on m'a renvoyé dans les mineurs. Donc, j'ai fait 5 heures de voiture. Je suis retourné. Ça faisait peut-être quelques jours que j'étais à Pittsburgh. Donc, on arrive à notre appartement, ma femme et moi. Puis, on s'en va à l'épicerie tout de suite, faire l'épicerie, remplir le frigo. Et là, pendant que je suis là, je reçois un téléphone de Ryan Shero, qui était le DG des Pingouins, puis qui me rappelle, qui me dit qu'il faut que je prenne l'avion tout de suite, puis que j'aille rejoindre l'équipe à Ottawa parce que Chris Letang était malade ce soir-là. Puis là, j'ai raccroché. Puis j'ai regardé ma femme, j'ai dit, je suis même pas content de me faire rappeler dans la Ligue nationale de hockey. Donc, ça a été l'élément déclencheur parce que justement, t'avais besoin de stabilité à ce moment-là. Les circonstances ont fait en sorte que, tu sais, c'est pas parce que j'aimais pas le hockey, c'est juste que
dans ma vie, j'étais rendu ailleurs. Je savais qu'on allait avoir notre premier enfant, puis je voulais une certaine stabilité. Mais si tu regardes le parcours en Europe, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Ouais. Les distances sont un peu moins grandes, peut-être. Mais ça dépend. Là. Il y a Russie, Allemagne, Autriche, un peu partout comme ça. Ça se fait plus en train, j'imagine, qu'en avion. Ça se fait quand même bien le voyagement. Là, mais tu as fait la KHL là, officiellement là-bas. C'est sûr qu'on entend toutes des histoires un peu spectaculaires de la KHL. Là. Mais les joueurs disent qu'ils aiment leur expérience en général. Ça fait plusieurs, je suis avec l'équipe du local sportif au 104.7 ici là, à Gatineau, puis ça fait plusieurs joueurs qu'on reçoit qui ont passé en KHL, puis la plupart, oui, ont des histoires à bracadabrante, des espèces d'entraîneurs un peu fous qui lui font sortir de l'autobus à moins 40 à minuit pour les faire courir dans la neige, puis d'autres que tu sais pas trop comment tu vas être payé, puis quand, mais la plupart reviennent sont contents d'être allés, sont contents de l'avoir fait. Ben, en fait, moi, quand je suis allé, c'était après ma saison à Pittsburgh, à Wilkes-Barre, puis c'est la première année du club qui était à Prague, en République tchèque, mais qui était dans la ligue de la KHL. Donc, tu sais, les histoires d'horreur qu'on entendait par rapport aux vieux avions russes, nous, on n'avait pas affaire avec ça. On avait l'équivalent d'Air Canada, donc on était bien traités de ce côté-là. Évidemment, t'as les camps d'entraînement qui durent d'un mois et demi puis qui sont absolument ridicules parce que les Européens, dans ce temps-là, s'entraînaient moins. Donc, pour eux, c'était leur façon de se remettre en forme. Mais, tu sais, pour nous, on est arrivé là puis c'était des... 2 entraînements hors glace par jour, 2 fois sur la glace par jour. Tu perds ta masse musculaire que tu as emmagasinée pendant tout l'été. C'est pas la même mentalité, mais bon, tu t'y fais et t'as pas vraiment le choix de t'adapter à tout ça. Mais cette année-là, c'est l'année du lockout dans la Ligue nationale de hockey. Donc, il y a des joueurs qui ont commencé à s'en venir. Puis nous, en étant basés à Prague, c'est certain que les joueurs tchèques avaient la cote. Donc, Jiří Hudler est venu, Zdeno Chara est venu jouer avec nous, même s'il est slovaque. Donc, rendu là, on jouait presque plus. Puis moi, je me suis blessé dans un entraînement. Je me suis déchiré tous les ligaments de l'épaule. Ma saison était finie. Puis, c'est là que mon histoire d'horreur commence avec eux. Ils voulaient pas me prodiguer les soins que je voulais parce qu'évidemment, ils voulaient que je quitte de mon propre gré pour que j'aie besoin de me faire payer. Puis moi, je savais que ma saison était terminée, donc je voulais recevoir ma paye parce que c'est pas comme si je pouvais me revirer un mois plus tard puis récupérer ma blessure puis aller signer ailleurs. Donc, finalement, j'ai réussi à obtenir mon argent, mais il a fallu que je sois patient, il a fallu que je bûche, puis il a fallu... fallait pas que j'aille peur, mettons, de faire face à ce monde-là. Rentrer dans le bureau puis dire comme disait comme ils disent dans Slapshot, je veux mon 30 sous. C'était plus qu'un 30 sous. Là. On était basé en République tchèque, mais c'était quand même des propriétaires russes, donc t'avais une certaine mentalité. Puis là, évidemment, t'entends, comme vous avez dit, vous entendez toutes les histoires. Oui. Là, t'es pas certain, tu sais, est-ce que je fais une bonne affaire? Est-ce que moi j'ai eu des chums qui pour que l'équipe réussisse à les faire quitter pendant qu'ils étaient à l'aréna, sont allés dans leurs appartements puis ils ont tout vidé à l'envers puis comme si c'était des voleurs, juste pour leur faire peur, tu sais, fait que non, c'est ça, j'ai réussi à garder tête, à tenir tête à ce monde-là puis j'ai réussi à me faire payer aussi. Good. Puis c'est qu'est-ce qui à un moment donné t'a fait dire OK, c'est assez, un peu comme quand t'as décidé c'est assez de la Ligue nationale, je m'en vais en Europe, puis là t'as dit OK. Ouais. Ma carrière c'est fini là. As-tu réussi à quitter dans tes termes un peu? Oui, ça, j'étais content parce que c'est ça, j'avais fait le tour quand même. Évidemment, tu sais, j'ai 3 enfants. Mon plus vieux il y avait 5 mois quand on est arrivé la première fois en Europe. Mes 2 autres sont nés en Allemagne aussi. Puis, tu sais, quand on revient les étés, les enfants se faisaient un petit peu plus vieux. Puis, à chaque fois qu'on quittait, là, évidemment, on s'ennuie de papy et mamie, on s'ennuie des cousins et cousines. Ouais. L'école aussi. Mon plus vieux allait dans une école en anglais en Allemagne. Puis mettons que c'était pas donné. Donc ma fille allait rejoindre les rangs de l'école aussi. Puis financièrement, tu commences à y penser. À dire est-ce que je vais ramener de l'argent à la maison en fin de l'année ou très peu. Donc tout ça a fait en sorte qu'avant même que je débute la première saison, je l'avais annoncé à tout le monde. Je savais que c'était ma dernière année. Puis j'ai pu en profiter pleinement. Des fois, quand il y a des joueurs qu'on voit passer à analyste par après, souvent on entend
pendant leur carrière. Tu sais, quand ils se font passer en entrevue puis tout ça, il y a du monde qui vont dire « Ah, lui, je pense qu'il y a peut-être un après-carrière dans le domaine. Il y a peut-être... » T'avais-tu déjà un peu ces feedbacks-là? T'avais-tu un peu déjà cet intérêt-là à faire ce nouveau travail-là? Parce que tu es avec TVA Sport comme analyste. Oui, ça parle de hockey, mais c'est une job complètement différente là, devant la caméra. Tu produis des articles aussi. Fait que tu fais vraiment un travail de journaliste. T'avais-tu ça en toi déjà un peu? Mettons que j'étais attiré vers ça, puis en étant à Ottawa, tu sais, on a parlé de Sylvain Saint-Laurent tantôt, mais Marc Brassard aussi, avec qui j'ai grandi, Alain Sancartier, JP Bertrand, qui était à la radio, Nicolas Saint-Pierre, évidemment, avec très peu de francophones chez les sénateurs, tu sais, ça m'a vraiment ouvert les yeux par rapport à tout ça. J'ai toujours eu un respect énorme pour le monde qui font ce travail-là. Je l'avais en arrière-tête, mais évidemment, quand tu quittes pour l'Europe pour 7 ans, comme j'ai fait, tu perds un peu tes contacts ou, en fait, c'est très dur d'avoir des contacts dans les plus hautes sphères des médias au Québec. Puis, j'ai été assez chanceux. C'est Michael Lalancette, celui qui couvre le hockey junior, qui m'a ouvert la porte, qui m'a donné une chance de rentrer, de faire des matchs à ma TV la saison de la pandémie. Donc, on a eu le temps de l'en faire 6 ou 7 avant que la saison soit fermée dans la JMQ. Puis là, c'est ça, par la suite, il y a une opportunité qui s'est ouverte chez TVA, justement, pendant les matchs qui étaient présentés dans la bulle au centre Vidéotron que la JMQ a mis sur pied. C'est un peu comme mon camp d'entraînement si on veut faire une relation une saison d'hockey, puis j'ai réussi à me tailler une place, puis c'est ça, les choses vont bien depuis ce temps-là. Puis c'est ça, là, tu fais non seulement de la télé, tu écris des articles, puis on a vu que beaucoup d'articles où il y a une thématique qui semble revenir. On parlait de famille tantôt, on parlait de jeunes, de hockey, puis tout ça, puis c'est de quoi qui a de l'air à te tenir à cœur, l'accessibilité pour le hockey, pour les jeunes, comment ça coûte, comment c'est devenu tellement compétitif, puis comment c'est hyper spécialisé. Tu as des enfants probablement qui sont en plein là-dedans présentement. Fait que il semble avoir quelques messages que tu veux passer, des choses que tu vois que sans pointer Hockey Québec, Hockey Canada ou les organisations de hockey régionales, tout le monde a un peu leur tort un peu partout, mais c'est quoi le message en gros que tu essaies de véhiculer aux gens en général, au monde du hockey? Ben en fait, tu sais, c'est des articles c'est des situations qui sont arrivées depuis mon retour au Québec, parce que mon plus vieux a commencé son parcours hockey mineur en Suisse, en Allemagne. J'ai comme réalisé que c'était complètement différent là-bas. Puis quand je suis revenu ici, évidemment, je savais c'était quoi l'échantillon. Là, je suis passé par là aussi, puis il n'y a pas grand-chose qui a changé pendant toutes ces années-là, mais c'est juste d'expliquer ou de raconter mon histoire sous mon point de vue. Puis, oui, ça a fait réagir, mais la façon que ça a fait réagir, c'est que j'ai réalisé que je n'étais pas le seul à vivre ces choses-là. Puis, je pense que ça a fait du bien ou ça a aidé à pousser la réflexion chez la plupart des gens, puis même les gens qui sont en poste à Hockey Québec. Puis, il y a des choses qui ont découlé de ça, des nouveaux règlements qui ont découlé de ça. Donc, si j'ai juste pu faire ma petite part là-dedans, tant mieux. Mais tu sais, c'est juste aussi de faire réaliser au monde que on est chanceux, tu sais, par rapport à l'article qui raconte que moi, j'avais comptabilisé une saison d'hockey Pee-Wee 3A de mon plus jeune. Ça avait coûté pas loin de 14 000 $. Tu sais, c'est juste de faire véhiculer le message que voyez pas ça comme un investissement. Tu sais, c'est des beaux moments qu'on passe avec les enfants. Oui, ça coûte extrêmement cher, mais c'est ça le hockey maintenant. Donc c'est ça, c'était pas pour faire réduire les coûts parce que je vois pas comment on va réussir à faire ça, mais certainement là, il y a une pensée, une réflexion à faire par rapport à tout ça. Je suis curieux de savoir, tu sais, de plus en plus, on voit les structures de hockey Québec, puis on voit en parallèle se développer le côté scolaire, qui est un modèle, un peu partout. En tout cas, si on regarde aux États-Unis, la plupart des sports, c'est dans le domaine scolaire, puis tout ça. Cette rivalité-là, est-ce que tu crois que c'est bien parce que ça amène les deux à se dépasser, ou au contraire, on se split? Tu sais, le talent, puis comment tu vois ça, cette chicane-là, un peu entre les deux, là? Ben en fait, je sais pas si c'est une chicane. Tu sais, c'est vraiment... Moi, je pense que c'est une option plus pour le jeune, pour le parent. Moi, mon plus vieux est dans le hockey scolaire ici à Drummondville. Pourquoi? Ben parce que il est allé à l'école
associé à cette école-là au primaire. Puis il a décidé il a fait la visite pour le secondaire et il a aimé ça. Il est bon à l'école, il veut continuer d'avoir des bonnes notes, il veut continuer d'aller à cette école-là avec ses amis, il a décidé de rester là. Puis c'est quoi, moi je suis content de cette décision-là. Ça n'a même pas été un gros questionnement, c'était la porte qui s'ouvrait, allons-y comme ça. Non. Okay. Il y en a d'autres qui ont suivi, puis je pense aussi c'est la réalité est différente de région en région. Je pense aux régions éloignées comme l'Abitibi, comme Val-d'Or, dans le Bas-Saint-Laurent. On s'en va jouer à Montjoly en fin de semaine, une école secondaire là-bas. Souvent le volet scolaire, les matchs sont pris en charge par l'école, donc le parent n'a pas nécessairement besoin de se déplacer en voiture puis de faire les 7-8 heures de route. Si on est à Val-d'Or, c'est l'autobus de l'école qui les amène. Il y a beaucoup de points positifs. Donc il y a ces côtés-là à penser aussi, mais je pense qu'au bout de la ligne, c'est juste un choix, puis c'est de savoir le jeune se sent comment, le parent se sent comment par rapport à tout ça. Mais c'est certainement que là, ça fait diluer le produit au Québec, dans le sens où je pense pas que les structures ont nécessairement les meilleurs joueurs en ce moment, comme c'est le cas du hockey scolaire. Je pense qu'on se les partage. C'est juste comme ça. Puis on rajoute à ça la couche du hockey universitaire américain maintenant, puis junior majeur, on va avoir une plus grande diversification aussi, puis de choix. C'est en évolution, puis je pense que c'est probablement sain qu'on essaie des choses, qu'il y a des changements, puis qu'on voit les impacts de ça, puis que après ça, on peut ajuster. Si on n'essaye rien, on va rester dans nos vieilles affaires. T'sais. Écoute, Alex, vraiment, vraiment le fun de jaser, d'avoir appris à te connaître un peu puis d'en savoir un peu plus. Je pense que bien du monde de la région ont vu ton nom puis savent que tu viens d'ici, mais je ne sais pas s'ils ont eu la chance d'entendre toute cette histoire-là. Fait que vraiment, merci beaucoup. Puis, ça fait plaisir. Si tu veux rester avec nous, on a quelques sujets à jaser des sénateurs. T'es chanceux. Ils ont 2 victoires de suite. On est plus de bonne humeur. Tout va aller mieux. Il semble que notre humeur était un certain impact. Première question, est-ce que tu suis un peu avec les matchs à TVA Sport et tout ça? As-tu un intérêt particulier pour les sénateurs à suivre qu'est-ce qui se passe? Oui, évidemment. Je te cacherai pas que ma job d'analyse à TVA Sport, j'ai pas le choix de me tenir au courant d'un peu ce qui se passe à travers la Ligue nationale de hockey. J'ai mon horaire d'avance. Je fais des matchs des sénateurs de temps à autre. Donc, j'ai pas le choix d'être au courant. Mais c'est certain que là, avec l'évolution des sénateurs, l'évolution des Canadiens qui, selon moi, qui se ressemblent énormément. En plus, belle rivalité, des joueurs vedettes qui se sont distingués dans les dernières années. Le volet aussi canado-américain avec Brady Tkachuk l'an dernier, la confrontation des 4 nations, tout ça fait en sorte que c'est le fun de voir qu'Ottawa maintenant fait parler d'eux, puis font parler d'eux, puis pas juste en mal, c'est certain que je les suis. Non, c'est ça. Les dernières années, on parlait d'eux, mais on parlait d'eux parce que c'est ça. Il se passait de quoi dans un Uber à quelque part. Ou, c'est ça. Je pense faisait un échange, qui avait oublié une certaine clause dans l'échange. Ou, on a eu notre part de propriétaire. Je pense que le nouveau propriétaire. As-tu rencontré M. Andlauer? Non, je l'ai jamais rencontré. Mais tu sais, évidemment, je suis ce que depuis son arrivée, ce qu'il a fait, puis tu sais, évidemment, je pense que c'est lui qui est venu stabiliser un peu cette organisation-là, puis on parle déjà du prochain amphithéâtre éventuellement, donc moi je me croise les doigts pour les gens de la région de l'Outaouais, je pense que c'est la meilleure chose qui peut pas arriver. Puis au niveau du début de saison, tu sais, les sénateurs, ça fait plusieurs années qu'on met l'emphase, puis on dit, il faut qu'ils connaissent un bon début, puis là, l'année passée, c'était tough encore, ils ont réussi à mettre ça comme il faut, puis là, cette année, ça repart encore avec, il était 2 victoires, 4 défaites, là, viennent d'en coller 2, puis une défaite. Tu sais, ils sont allés chercher 5 points sur 6 dans les derniers matchs, là, ils sont à 4-4-1, fait qu'on, tu sais, on dirait que ça commence à se replacer présentement. Bon, on enregistre, là, mais c'est 2-1, ils mènent 2-1 contre les Bruins. Il y a rien de fini là. Mais la blessure de Brady Tkachuk, je sais pas si tu as vécu ça, toi, voir une équipe perdre son capitaine comme ça pendant une période longue. Quelle espèce de douche froide ça jette à l'équipe? Il y a du positif à voir à travers tout ça, dans le sens où c'est le début de la saison. Je pense que Brady Tkachuk, tu veux l'avoir lorsque ça compte, tu veux l'avoir en santé dans des moments importants.
Puis l'autre point qui m'est venu en tête aussi quand j'ai vu cette blessure-là, je me suis dit, est-ce qu'il était vraiment à 100%? Est-ce qu'il s'était remis à 100% pendant la saison estivale de son autre blessure? Si c'est pas le cas, ça va lui donner la chance de vraiment retrouver une pleine santé. Donc, moi, je pense pas qu'un joueur fait une équipe, surtout dans la Ligue nationale de hockey. Puis, tu sais, on l'a vu avec Shane Pinto qui a pris le relais depuis ce temps-là. Donc, ça donne la chance aux autres. Évidemment, c'est un gros morceau, mais je pense que les Sénateurs vont apprendre puis ils vont grandir de cette situation-là. C'est la mentalité du next man up, comme on dit. Exact. Ça l'a chambardé un peu tous les trios. Écoute, là, faut le dire, là, chapeau à Travis Green, qui est un génie d'avoir mis Nick Cousins sur la première ligne avec Tim Stützle et Drake Patterson. Mais écoute, personne n'était de bonne humeur là, sur les réseaux sociaux. On voyait que Nick Cousins tombait sur la première ligne. Puis finalement, écoute, les Sénateurs gagnent 7-1. Nick Cousins reçoit une passe de Tim Stützle puis s'en va en échapper. Puis ça te montre à quel point, peu importe t'es où dans le depth chart de la Ligue nationale, t'as des mains. T'as des mains, t'as des skills, Si t'es one-on-one avec un goaler, tu peux sortir ton move que tu sors pas souvent, puis tu vas le déjouer. Puis écoute, c'est impressionnant de voir Nick Cousins. T'as-tu eu le temps de jouer contre lui, sûrement? Ouais, j'ai joué contre lui. Un joueur qui n'est pas aimé, hein? Jouer contre lui? Non, pas vraiment. De ce qu'on dit, on parle de face à face. Il ne s'est pas aidé dans les dernières années, mettons. Ah oui. Il n'a pas pris les meilleures décisions. Même, je pense que du côté des fans des Sénateurs, c'est pas tout le monde non plus qui a une opinion extrêmement positive du joueur puis de son équipe. Puis même dans le match de pré-saison qu'on a le Canadien de Montréal à Québec, je me suis fait envoyer des messages par tous mes amis. C'est quoi son problème de donner des coups de hache comme ça? Puis je dis, je suis pas responsable. C'est pas moi qui gère Nick Cousins. Ce message, je n'approuve pas ce message. Non, c'est ça. C'était un peu ça. Mais je pense que le gros problème, c'est qu'il commet des gestes comme ça, mais il répond pas de ses actes. En plus. Il y a un code à travers la Ligue nationale de hockey. Si tu commences à faire ta peste comme ça, t'es mieux de répondre de tes actes. Puis lui, malheureusement, ne le fait pas. Non, il fait pas l'unanimité, même chez les partisans des Sénateurs. Ça, c'est certain. Puis, Pascal, je voulais revenir tantôt, on parlait de la blessure de Brady Tkachuk. Oui. Toi puis moi, dans un épisode auparavant, on avait parlé justement que Brady, peut-être qu'il voudrait revenir pour faire un retour aux Jeux olympiques. Pour revenir pour les Jeux olympiques. Okay. Puis, je me souviens plus qui, mais quelqu'un lui a posé la question quand il y a eu sa conférence de presse. Puis, quelqu'un a dit, est-ce que tu veux revenir pour les Jeux olympiques? Puis, sa réponse très claire a été, je veux jouer pour les Sénateurs d'Ottawa. Je pense pas aux Jeux olympiques. Je sais pas si... Peut-être Alex va pouvoir nous répondre. Est-ce que avant une conférence comme ça, es-tu briefé par l'équipe ou c'est vraiment lui de son plein gré qui a dit non, moi, c'est sûr mon objectif, c'est revenir pour les Sénateurs, tu sais? Je pense que Sylvain et Ian Mendez sont deux anciens journalistes sportifs, donc qui sont capables de prévoir un peu à l'avance les questions qui vont lui être posées, mais tu sais, je connais pas Brady, je lui ai jamais parlé, mais d'avoir vu ses entrevues au fil des années, je pense que c'est un gars qui est vrai, qui va dire les vraies choses, même s'il a été briefé ou pas, je pense qu'il l'aurait dit. Mais ceci étant dit, en tant que joueur, moi je te dis que c'est sûr qu'il pense aux Jeux olympiques. Donc, mais tu sais, la bonne nouvelle, c'est une blessure à un pouce, va pouvoir continuer à patiner, va pouvoir être en forme, puis c'est pas comme si c'était une blessure à une jambe, à une cheville. Là, il peut vraiment être sur la glace, puis assez rapidement, selon moi, puis garder ses repères là, quand même. Puis, tu sais, on parlait de peste puis de répondre de ses actes. On a presque eu un demi-combat de gardien dans le dernier match, de voir Linus Ullmark quitter son filet, attendre, voir qu'est-ce qui se passe, juste laisser tomber son bâton, laisser tomber son bloqueur. Puis les boys, vous êtes 5 contre 6, j'arrive. Je saute dans le gardien qui en avait plein son casque de se faire foncer dedans par Greg, par tout le monde, toute la game. Il a pété les plombs. Puis Linus, il a juste eu le temps de sauter dans le top et essayer d'aller chercher. Son nom m'échappe, là, c'est Lindgren, qui a essayé d'aller le chercher, mais il était tellement dans le tapon avec tout le monde. T'as-tu été témoin de ça, une bataille de gardiens, Alex? Puis il n'y a rien qui motive plus les gars que de voir le goaler traverser la ligne rouge, là? Il me semble que non. Je
Je n'ai vu à quelques reprises, puis 2 fois, un de mes bons amis, Martin Hull, qui a été repêché en même temps que moi chez les Flyers, il avait fait au niveau junior, s'était battu contre le frère Roberto Luongo. OK. Avait eu le dessus. Puis tu sais, Martin, c'est un gars de 5'10". C'est pas le plus gros, c'est pas le plus fort, mais je sais pas pourquoi il y a ça en lui. Puis dans la Ligue américaine aussi, il s'était battu, puis lui aussi s'était cassé le pouce. Donc là, le vétéran Jamie Storr, je sais pas si vous vous rappelez de lui, lui il était dans les mineurs. Jamie Storr avait une longue carrière dans la Ligue nationale de hockey. Lui était moins content de devoir embarquer à froid dans un match parce que le genou, il venait de se battre. Donc quand je vois ça, surtout dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, je pense toujours aux entraîneurs en premier lieu. C'est l'entraîneur, Travis Green n'a pas dû capoter quand il a vu Ullmark s'avancer. Parce que je compare beaucoup les gardiens de but les gardiens de but vedettes en fait dans la Ligue nationale de hockey aux corps arrière vedettes dans la NFL. J'ai de la misère et je comprends pas pourquoi à travers le monde, les joueurs du hockey partout à travers le monde maintenant, il y a des joueurs de l'Allemagne qui deviennent des super vedettes à la Tim Stützle. Pourquoi on n'est pas capable d'avoir 32 bons gardiens de but ou très bons gardiens de but, comme on n'est pas capable d'avoir un corps arrière vedette pour chacune des équipes de la NFL. Donc, quand tu vois une blessure à un gardien de but, surtout dans le cas des Sénateurs d'Ottawa, si jamais Ullmark tombe au combat, ben on l'a vu par le passé. L'an passé, ça a pris Meriläinen qui a joué du gros hockey pour garder l'espoir en vie des Sénateurs d'Ottawa. Donc pour moi, écoute, garde ta mitaine, garde ton bloc, puis fais des arrêts. Ça fait pas du bien un coup de bloqueur en arrière de la tête non plus, là. Puis je sais pas si c'est en lien avec ça, mais ce soir, Ullmark, il y a une soirée de congé au complet. Oui, c'est même pas lui qui est le backup, c'est Hunter Shepard, c'est ça son nom? Ouais, Mr. Shepard, oui. Oui, tout à fait. D'ailleurs, décision spéciale, c'est ça. Mais dans le fond, Ullmark a gaulé 8 des 9 matchs jusqu'à maintenant. Oui. Ouais, c'est ça. Une fois, Meriläinen a gaulé, puis on a dit, c'est peut-être pas tout à fait comme l'année passée. Là, ça a paniqué un peu quand il a été retourné dans les mineurs, mais écoute, je pense que on a fini par comprendre que le but, c'était justement que ce pauvre gars, il a besoin de gauler, il a besoin de... Ouais. Il peut pas toujours être sur le banc, puis les Sénateurs avaient une ouverture pour le descendre, de faire aller gauler quelques matchs là-bas à Belleville, puis reprendre un peu confiance en lui, puis sans dire que l'équipe l'a pas aidé, là, c'est sûr, mais à un moment donné, tu veux qu'un gardien, il faut que ça gaule. Qu'est-ce que tu veux? Puis là, la décision était facile. Tant que Ullmark va être en santé, puis lui-même n'a jamais vraiment fait des saisons de garder les buts 50 matchs là, dans le passé. Puis lui aussi, sans dire que ça semble être un gardien comme un Craig Anderson, qui lui, il avait besoin de beaucoup de matchs puis beaucoup de tirs. Puis plus il en avait, plus il était dedans. Puis plus Ullmark, on dirait que il gagne à garder les filets de façon consécutive tout le temps, même si il n'a pas été occupé contre Philadelphie, mais quand il a eu besoin. Fait que là, de dire, regarde, tu vas peut-être être appelé à garder plus souvent les buts que tu as eu dans le passé. Là, on va gérer le workload comme il faut. Va te reposer à Chicago, puis... Mais c'est nouveau, ça, non? Puis Alex peut nous répondre, c'est nouveau, ça. Est-ce que c'est une... De complètement envoyer le gardien numéro 1. Gardien... Ouais. Ben, c'est lui qui décide. Le Canadien l'avait fait l'an passé, si je ne me trompe pas, avec Montembeault, ou quand on avait le ménage à 3 avec Primo. Oui. Donc, écoute, moi, j'ai du mal à comprendre ça. Là. C'est pas comme si prendre l'avion puis déjà aller dans une autre ville va faire en sorte que tu vas être plus reposé. Mais je sais que la Ligue nationale de hockey et les équipes mettent beaucoup d'argent dans la recherche pour le sommeil puis tout ça, parce que justement, c'est des longues saisons. Le calendrier fait en sorte que, surtout cette année avec les Jeux olympiques, c'est sûr. T'as besoin de regarder ça, puis c'est peut-être ce qui est arrivé avec Ullmark et les Sénateurs, surtout qu'on doit prendre en considération qu'Ullmark va peut-être représenter son pays aussi aux Jeux olympiques. Donc, puis tu sais, oui, il joue beaucoup de matchs depuis qu'il est à Ottawa, mais ses meilleures saisons, il les a connues à Boston, puis dans ce temps-là, il partageait la charge de travail avec Swayman. Donc, écoute, moi, je pense que les équipes savent exactement ce qu'ils font, puis ils ont un plan, puis moi, je suis qui? On est qui pour regarder ça puis dire ça n'a pas d'allure? Eux autres, ils font leur devoir, ils ont tout évalué ça, puis c'est juste que c'est la meilleure chose à faire, mais tant mieux pour eux. Je le regarde aussi du côté de Meriläinen, où on lui dit, écoute, contre Boston, là,
à la maison, c'est ta game. C'est à toi. Tu restes là. Hallmark ne sera pas sur le banc avec son casque, son bloqueur, puis ses mitaines pré-embarquées. C'est à toi. Puis si jamais le match est vraiment hors portée, puis il faut mettre Shepard, on le fera. Là. Mais en tout cas, peut-être qu'il y a une question aussi de tant qu'à faire, on va pouvoir y montrer qu'on a confiance en lui. C'est l'homme à soir. Oui, peut-être aussi. Il y a ça. Puis, tu sais, moi, je te dirais que même pour Hallmark, de savoir que tu n'as pas besoin de t'habiller, de faire l'échauffement, de faire... c'est une soirée de repos mental qui fait peut-être du bien rendu en fin de saison. 100%. Une autre décision qu'on trouvait bizarre, je ne sais pas si tu as partagé la chambre avec des gars comme les McDermott, puis les gars qui sont vraiment des matamors, puis qui jouent une vingtaine de matchs dans une saison. À un moment donné, les gens se disent, OK, l'Excel a scoré un but, la game d'après, c'est McDermott qui est là, c'est encore lui à soir. Je me dis, à un moment donné, tu peux pas juste avoir un gars que tu laisses sur la galerie de presse 82 matchs, il faut qu'il joue. Gérer cette espèce de puis à un moment donné, on dit qu'il faut qu'il joue parce que il y a du patin encore à apprendre. Là, comment qu'on le voit aller. C'est pas évident. Son rôle est très spécifique, là, évidemment. Comme il y en a plus gros. Puis souvent, moi, ce que j'ai vu dans les dernières années, parce qu'il en reste plus énormément, là, des joueurs avec ce rôle-là, c'est qu'on va tenter de les mettre sur la glace contre des équipes qui sont peut-être un peu plus dominantes physiquement ou qui risquent d'intimider. Donc, souvent, c'est même pas pour aller faire le shérif, mais c'est plutôt pour rendre tes propres joueurs un peu plus à l'aise, un peu plus courageux sur la glace. Donc, moi, c'est souvent dans ces facettes-là que je vois le dur à cuire être inséré là, dans l'alignement. C'est ça. Fait il faut s'attendre à ce qu'il va faire une vingtaine de matchs, puis ça veut dire un match sur 4 à peu près. Ça va être ciblé contre des équipes sûrement là, justement là, qui en alignent soit un autre ou qui se permettent peut-être un peu plus de coups vicieux dans l'endroit des joueurs. Un joueur pour qui ça va très bien, puis un pour qui ça va moins bien. Dylan Cousins, cette année, nous rentabilise l'échange avec Josh Norris de façon incroyable. Je pense qu'il est vraiment... il est très apprécié de ce qu'on peut voir dans la chambre avec Batterson, surtout, qui ont une chimie qui semble vouloir se renouer encore une fois. Je sais que là, c'est drôle parce que sur les réseaux sociaux, beaucoup de fans des Sabres... Étrangement. Il est même pas bon, il est moins 8, puis gardez-les, puis on veut rien, c'est comme il crache dessus. Tu sais, d'un Josh Norris en santé, ça aurait été un échange parfait pour les deux, mais quelque part, je pense que les sénateurs l'ont un peu échappé belle dans cet échange-là. Tu sais que je te disais que les équipes de la Ligue nationale font leur devoir. Je pense que les sénateurs avaient fait leur devoir dans le cas de Josh Norris, puis que les Sabres de Buffalo ils sont supposés l'avoir fait aussi. Ont dû être au courant, mais dans la situation qu'ils se retrouvaient, rater les séries pour les 17 dernières années, quelque chose comme ça. Rien de trop positif qui sort année après année. Je pense qu'on avait besoin d'une grande nouvelle ou d'un sauveur, si on veut, mais malheureusement, tu sais, je pense qu'on s'est tous senti mal quand on a vu la blessure encore à nouveau à Josh Norris, mais quand un joueur se sort l'épaule à prendre des mises en jeu, puis ce joueur-là est un joueur de centre, idéalement, pour la Xème fois. Puis je suis pas certain que c'est ça. Je suis pas certain que tu échanges un joueur de la trempe de Dylan Cousins, même si vous l'aimez ou vous l'aimez pas, contre un joueur qui est prône à être blessé pour la plupart de la saison. Donc, selon moi, là-dessus, les Sabres n'ont pas trop fait leur devoir. Puis il y a Fabian Zetterlund qui se cherche un peu plus, lui, qui a été acquis là, en même temps, un peu la même journée que Dylan Cousins. Puis nous, écoute, on regarde ça, puis on se dit, OK, il est arrivé l'année passée, David Perron est revenu de sa blessure, ça a fait que, Zetterlund s'est ramassé sur la 4, un gars que tu es allé chercher pour marquer une vingtaine de buts. Veux-tu vraiment ça à la 4, là, cette année? A eu des chances en avant, mais ce que je blâme, parce que ce qui ne l'aide pas, je pense, c'est qu'il se fait barouetter un peu d'un trio à l'autre, puis des partenaires de duo, puis les défenseurs, on le voit comment c'est important d'avoir des bons partenaires de duo. On a réussi à mettre cette stabilité-là à Ottawa avec un Sanderson, Zub, Chabot, Jensen. On sait que ces 4-là, c'est réglé. Il y a des duos aussi en avant que c'est important d'avoir. Est-ce que marquer des buts à San Jose, c'était plus facile que de marquer des buts à Ottawa parce que il était peut-être plus la vedette ou avait peut-être plus
Le temps, c'est l'avantage numérique. Fait qu'on se demande, est-ce que c'est un marqueur de 25 buts, tu sais? Je me rappelle justement la date limite des échanges l'an passé. Je trouvais cette transaction-là très intrigante pour les Sénateurs. Je pensais qu'on avait fait un bon coup. Puis j'avais fait les premiers matchs justement de Zetterlund à TVA Sport. Puis tu sais, c'est ça, c'était le retour de Perron. Puis tu sais, ce que tu as expliqué, c'est exactement ce que je voyais. Tu sais, il est sur une 4, mais la seule qui pourrait remplacer pas mal en ce moment, c'est Perron. Parce que le troisième trio avait son identité. Mais je me mets dans la tête de ce joueur-là. Évidemment, là, tu tombes, t'as plus d'avantages numériques énormément, t'as plus des minutes de qualité. Tu le sais que tu es capable de marquer une vingtaine de buts, mais il faut aussi que tu joues selon l'identité d'un quatrième trio, c'est-à-dire d'être en échec avant puis des coups d'épaule, chose qu'il est capable de faire. Capable de faire, ouais. Mais je sais pas, je pense que le potentiel est là. Oui. Je sais juste pas si ça cadre bien avec les Sénateurs en ce moment, mais tu sais, t'es à une blessure près de exactement ce que j'allais dire. 6, puis t'as besoin de le garder. Ouais. Tu sais, c'est pas un joueur que tu peux te départir, selon moi. Puis en séries éliminatoires, je pense qu'il y a un style qui cadre parfaitement avec les séries éliminatoires aussi. Il va aller salir le nez, même si c'est pas le plus dominant physiquement, mais il va aller dans les zones dangereuses, va marquer 1 ou 2 gros buts, j'en suis certain. Donc moi je pense que t'es patient avec lui, puis t'attends que les opportunités se présentent pour Zetterlund, c'est tout. C'est ce que j'allais dire. Je pense que malheureusement, ça va prendre une blessure ou ça va prendre quelqu'un qui... En plus, il peut jouer des deux côtés. Fait que, je pense que le prochain trou qui se présente, ça va être son opportunité. Puis espérons qu'il ait assez de temps pour créer une chimie avec quelqu'un, peu importe qui. Je pense qu'il peut jouer avec n'importe qui. Fait que non, j'abandonne pas encore non plus. On peut pas abandonner, mais ce qui est bizarre avec lui, c'est qu'il commence à sonner avec le premier trio, puis on dirait que quand ça fonctionne pas, on le rétrograde au quatrième. On dirait qu'il y a comment tu joues dans ce temps-là? Tu sais, c'est un peu comme quand tu es rappelé dans la ligue, à quoi tu penses? Je fais pas d'erreur. Mais non, tu joues en voulant pas faire d'erreur. Lui, il joue tout le temps en se disant... Puis là, le premier but des Bruins ce soir, c'est carrément lui là, qui a reçu la passe de Martin Palo, puis il a essayé de juste faire un touch direct à... Ouais. Fait que il l'a donné à je me rappelle plus du joueur de Boston qui a marqué. Connor Là, tu fais comme, non. Oui. Là, tu dis, là, je suis pas prêt de remonter. Non, c'est ça, soir, exact. En tout cas. Malheureusement. Hey, Alex, vraiment intéressant, vraiment le fun. Merci beaucoup d'être resté avec nous autres. Si jamais tu viens faire un tour à Gatineau, tu vas avoir des matchs. Des fois, moi, je vais essayer d'être sur la galerie de presse aussi. Ce serait vraiment le fun de te rencontrer, de te voir, de te serrer la main. Juste avant de terminer, je veux juste dire aux gens, vous pouvez toujours continuer, comme je vous ai dit au début de l'épisode, labrigadepodcast.ca/merci. Si ça vous tente de nous encourager, faire un petit don, l'argent va 100% dans le podcast, que ce soit pour nos services qu'on utilise pour enregistrer les logiciels de l'équipement. Gênez-vous pas. Je vais peut-être me prendre des cours de hockey aussi. Là. Je vais demander à Alex de me donner des cours de patin. T'en as besoin? Moi, j'en ai très besoin. Puis, regarde, là, juste pour... on a fait ça aujourd'hui. On a quelques personnes déjà qui nous ont fait des dons. On a Mario Tremblay, pas celui que vous connaissez. Lui, il vient de Gatineau. Magella Villeneuve, je pense que le nom de famille vous résonne quelque chose. Mais on a Caroline Barrette, fidèle auditrice, Alexandre Morin, qui a fait des dons aussi. Donc, ça va être des belles passes, sa palette, comme on dit. Puis, Stu, on va te souhaiter une bonne semaine. Alex, merci beaucoup encore une fois. Ouais, merci à vous autres, les gars. C'est bien le fun. Puis, écoute, on se refait ça. Ouais, c'est le fun de... Les Sénateurs vont affronter le Canadien en série, encore une fois. Ça serait parce que là, la rivalité fait juste monter. Là. Fait que de culminer ça par une ronde en série, ce serait fou. Ce serait fou. Puis là, Paul McLean est revenu dans l'environnement des analystes. Là, il est revenu dans l'environnement des sénateurs. Ça serait parfait. Merci beaucoup, Alex. C'est bon. Merci encore, les gars.